De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos chères auditrices et auditeurs. Vous écoutez bien De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents sur la RBS 91.9. Avec moi pour m'accompagner au micro, pour vous faire entendre la voix du monde, Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Strasbourg, bonjour Nabou, à la technique Eric. Et Eric, je crois qu'il va nous jouer les invités aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je touche les boutons et puis causer aussi. Ah, c'est bien et ça. Ça va s'arrêter là. Ça marche. Je vous silence la musique de temps en temps. Ok. N'oublions pas non plus Tata Marianne qui nous donnera son petit billet humoristique. Bonjour Tata Marianne. Bonjour Nabou, bonjour Eric, bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs de Strasbourg d'ici et d'ailleurs, du Conseil des résidents étrangers. Tata Marianne est là et cette saison. Alors Nabou, peux-tu dire à nos spectateurs le sujet que nous allons aborder dans notre émission aujourd'hui ? Oui, nous allons parler des régimes alimentaires, Aïcha, des régimes spécifiques, mais attention, on ne parlera pas de régimes pour faire perdre du poids ou de régimes diététiques, mais de règles ou d'habitudes alimentaires qui font que l'on mange différemment que dans la tradition culinaire française ou d'ailleurs. Mais il me semble que tu voudrais nous en dire un mot, Aïcha. Eh oui. Nabou, les régimes. Oui, Aïcha. Moi-même, ça fait des années que j'essaye de m'imposer un régime alimentaire et une alimentation saine. Mais malheureusement, mon amour pour la nourriture est beaucoup plus fort que ma volonté d'être parfaite en bikini sur les plages cet été, donc c'est dommage. Et en plus de ça, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, ce qui est bon pour la santé en général n'est pas forcément bon au palais. Après, ça dépend de quel palais. Moi, je parle pour mon opinion. Et à l'inverse, les produits dits équilibrés, pour moi, sont généralement immondes. À part les légumes, parce que moi j'aime bien les légumes, mais sont généralement le goût est moins relevé, quoi. On dirait que c'est fait exprès. Enfin bref, aujourd'hui il existe toutes sortes de régimes et pour toutes sortes de raisons. Par obligation, par style, pour maigrir et même pour grossir. Et oui, car nous sommes d'éternels insatisfaits. Même si parfois, bien sûr, grossir devient une nécessité, notamment dans des cas d'anorexie grave. Les régimes spirituels aussi, comme le carême chez les chrétiens, le ramadan chez les musulmans, et j'en passe. Mais ces dernières années, on constate vraiment deux types de nouvelles façons de s'alimenter qui sont en vogue. On a l'alimentation bio et l'alimentation sans gluten ou gluten-free, enfin ça s'appelle de 1000 façons différentes. Et pour avoir travaillé 5 ans en restauration et notamment dans les quartiers chics et chers de Paris, j'insiste sur chic et cher de Paris, je suis convaincue que ce sont à 80% des effets de mode. D'accord ? D'ailleurs, certains ne s'en cachent pas. Et c'est un peu comme les végétariens ou végétaliens ou véganes, etc., qui te disent je mange certaines viandes ou je suis végétarien en fonction de la façon du soleil, de la façon dont le soleil va se coucher, etc. Enfin, voilà. Tu te rends vite compte que c'est juste des nouvelles tendances qui s'estomperont lorsqu'arriveront en fait de prochaines tendances. Donc on attend la suite. Mais ne nous éloignons pas du sujet, puisque comme tu l'as dit, ma chère Nabou, on se concentre aujourd'hui sur non pas sur les prises ou pertes de poids, mais sur les alimentations différentes. J'ai presque envie de dire en marge par rapport aux habitudes de consommation de la majeure partie des gens. Et bien sûr, dans notre cas, on parle de la France, n'est-ce pas ? Oui. Ça dépend. Si tu veux parler d'Afrique aussi, j'ai envie d'y aller. Je vais parler de la France aujourd'hui. Je vais parler de mon cas parce que voilà, je connais mon cas mieux que les autres. Écoute, ce sujet tombe à pic parce que j'ai réfléchi justement il y a quelques jours, donc c'est très intéressant comme sujet. Alors que je me reprochais à moi-même le fait de ne pas connaître la plupart des termes gastronomiques que certains clients me sortaient assez régulièrement, et même d'ignorer l'existence d'énormément d'aliments. Et pourtant, j'ai toujours vécu dans ce pays, la France, et j'y ai grandi et passé presque toute ma vie. Donc j'en suis arrivée à un premier constat, c'est que culture et alimentation sont liées. Et j'ajouterais même qu'il n'y a pas plus culturel que l'alimentation, à part peut-être la langue. Dans mon cas, par exemple, c'est assez intéressant parce que mes parents sont africains, sont français d'origine africaine et ont migré en Europe. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai eu des parents très rattachés à leur culture parce qu'il y en a d'autres qui s'intègrent tout de suite et très rapidement et qui adoptent à 100% les modes de vie français, même si la langue étant quelque chose d'acquis pour toujours, entre guillemets, et donc il est compliqué de se défaire. Chez moi, la nourriture africaine a été indissociable, en fait, dans la cuisine de ma mère. C'est par choix ou par amour pour sa nourriture, je sais pas.
pour cette nourriture, je sais pas. Mais c'est-à-dire qu'on mangeait en fait africain à 99%. Et moi personnellement, ça me dérangerait pas, puisque j'adore ça et j'adore toujours ça. Mais je me suis rendu compte que bien plus tard, et quand je dis bien plus tard, c'est vraiment des années plus tard, de la carence et je dirais même du déficit culturel dans lequel ces habitudes alimentaires m'ont engouffré. Et m'ont enfoncé. D'ailleurs, heureusement que leur langue maternelle était le français à mes parents. Sinon, je suis pas sûre qu'ils auraient fait un effort enfin, j'exagère, mais t'imagines s'ils avaient même pas fait l'effort d'intégration au niveau de la langue, etc. Enfin, voilà. Je peux me poser la question aussi. Et en plus de ça, le français n'est pas une langue des plus faciles. Même si elle est très riche. Mais bon, je vous dis ça, et en même temps, issu de plusieurs métissages, j'ai une grande frustration de ne savoir parler aucune langue de mes origines, donc c'est pas plus mal. Bref, du coup, j'ai passé les années en ignorant totalement la culture alimentaire française, la fameuse gastronomie. Parce qu'en plus de ça, la cuisine en France, c'est un art. Une bonne définition est donnée par Jean-François Revel, de l'Académie française dans Festin en parole en 1979, j'étais pas encore née. Il disait « La cuisine est un perfectionnement de l'alimentation, la gastronomie est un perfectionnement de la cuisine en elle-même. » Donc c'est très joli comme phrase. Et l'histoire révèle que les goûts changent. Au Moyen-Âge, par exemple, les tripes étaient un plat gastronomique. Aujourd'hui, tu penses vraiment qu'on peut en trouver dans un restaurant étoilé, des tripes. D'ailleurs, j'adore ça, j'en ai cuisiné même pas plus tard que tout à l'heure, mais on considère ça comme de la malbouffe, entre guillemets, aujourd'hui. Jamais tu verras un chef étoilé, voilà, ou très rares sont les chefs qui en cuisinent. Et avant, c'est pareil, être gras, être bien en chair, c'était un synonyme de richesse. C'était une marque de richesse, ça voulait dire qu'on était bien portant, qu'on avait de l'argent, qu'on mange bien. Exactement. Aujourd'hui, plus on est mince, plus ça veut dire qu'on a un mode de vie, le lifestyle, ce qu'on appelle aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un mode de vie sain, qu'on est bien qu'on a un bon mode de vie et qu'on a un certain moyen, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point tout à l'heure, quand je parlais de culture et de mode, les tendances et les modes changent l'origine, ça s'adapte aussi à l'époque dans laquelle on vit, tout simplement. Donc, le deuxième constat que j'ai fait, c'est que porte-monnaie et alimentation sont liés. Les étudiants sont les mieux placés pour en parler. On bouffe beaucoup de pâtes. Et oui, et c'est bon les pâtes. Et tu découvres que c'est magnifique les pâtes. Il y a plein de façons de composer les pâtes, bolognaise, carbonara, bref. Ça reste des pâtes. Ça reste des pâtes, voilà. Et en plus c'est un féculent et c'est bon pour la santé. Non, mais n'importe qui vous le dira. Les revenus, donc le salaire, les revenus et la qualité de vie définissent le régime alimentaire d'une personne. Et bien souvent, ce n'est pas par choix, donc qu'on a un type de régime en particulier. Alors un exemple pour revenir à mon cas. Mes parents n'étaient pas riches, ils avaient des revenus modestes malgré tout, j'ai jamais manqué de rien. En plus, j'ai vécu longtemps comme fille unique, donc j'avais l'essentiel, quoi. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, en faisant le choix de préparer africain quasiment tout le temps, elle faisait des choix, en fait, économiques. Et elle faisait des économies énormes. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'une famille française classique avec des revenus moyens mange 3 fois par jour et 3 repas différents. Là, je parle d'une famille classique, pas forcément 3 fois par jour, mais au moins 2 fois, et avec des repas différents tous les jours. L'Afrique n'étant pas le continent le plus riche, on le sait, pas encore, les Africains ont appris à se débrouiller pour vivre correctement et à donner une certaine pérennisation à leurs plats. Je m'explique. Moi, ma mère, lorsqu'elle préparait des sauces africaines ou autres, on pouvait les manger pendant 2 à 3 jours. Il y a des techniques de conservation, voilà. Et aujourd'hui, je pense que tous les Africains ou afrodescendants comprennent ce que je veux dire. On les garde, on peut les manger pendant au moins 2 à 3 jours. C'est un gain énorme. Donc rendez-vous compte déjà du gain de temps et d'argent que ce genre de préparation engendre, même si bien évidemment on mangeait pas toujours la même chose. Elle variait, mais elle variait toujours sur le même continent. Et mine de rien, toutes ces techniques et ces plats africains m'ont parfois sauvé et me sauvent encore dans ma vie d'adulte, lorsque je suis ric-rac financièrement ou tout simplement à court d'idées. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais comment font les gens qui changent de plat tous les jours, plusieurs fois par jour? On a tellement déjà à penser en fait dans la vie de tous les jours que je me dis, ils sont très très forts et ils ont un poids en fait en plus, quoi, parce que c'est chiant en fait tout simplement de poser la question de ce qu'on va manger, ce qu'on va cuisiner tous les jours, surtout les mères de famille qui ont des enfants, les pères de famille aussi, ne voyons pas le sexisme, mais voilà, c'est plutôt chiant à faire, quoi. Et du coup pour cela en fait je la remercie beaucoup, ma mère, mais là où je lui reproche quelque chose, et je termine par ça, c'est que de ne pas s'être assez intéressée à la culture du pays qu'elle a choisi et m'a imposé. Même si j'adore ce pays, elle m'a quand même imposé. On ne peut pas vivre quelque part en vivant complètement à l'opposé des autres habitants. Les gens qui aiment tuer les autres par plaisir se sont regroupés dans un endroit qu'on appelle l'État islamique. Les Mormons ont un style de vie pas commun, donc ils se sont regroupés ensemble, etc. Quand on vit quelque part, il faut s'intéresser et connaître la culture de ce pays. Attention, je ne dis pas qu'il faut forcément perdre son identité et oublier d'où l'on vient. Non, ça n'a absolument rien à voir. Mais on n'est pas obligé de l'adopter. Il y a plein de gens qui vivent en France et qui n'ont pas adopté la culture ou l'identité française, mais on ne peut pas l'ignorer.
ce qui est complètement différent. D'ailleurs, pour finir avec ça, c'est assez drôle parce que cette nouvelle génération en France d'enfants d'immigrés qui se revendiquent comme des étrangers, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, et pas des Français, mais qui pourtant, en fait, ils ne connaissent rien à leur histoire, à l'histoire de leur pays d'origine. Et quand je dis l'histoire, c'est vraiment l'histoire de leur pays d'origine, duquel ils se revendiquent, et ils passent leur temps à manger du McDo tous les jours, sans même se rendre compte de l'apport culturel, justement, qu'ils n'ont pas. Mais comme je le répète toujours, c'est la faute aux parents, parce que la responsabilité des parents, en fait, qui élèvent leurs enfants en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, de faire en sorte que très tôt, ils soient intéressés, de les intéresser à la culture française en l'occurrence. Ça éviterait le fossé qui se creuse avec le temps et qui crée ce sentiment de non-appartenance. D'accord? Et au-delà de parler d'alimentation, on sait jusqu'où ce sentiment peut mener. On voit des gens français et nés sur le sol français aller se former à la guerre pour venir fusiller d'autres Français. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais c'est complètement faux. Tout est lié. Donc en réalité, c'est un ensemble de décalages qui crée une déconnexion totale. Alors, chers parents, c'est vous qui avez les clés. Merci Aïcha pour cette chronique. Alors, on va donner la parole à Tata Marianne pour son billet hebdomadaire. Tata Marianne, tu as la parole. Oh là là, Tata Marianne n'ira pas dans les chroniques philosophiques aujourd'hui. Ah bah écoute, On parle de bouffe. t'as le droit. Hein. Je vais quand même parler d'aliments, mais pas forcément de bouffe. Hein, je vais parler de saison. Hein. J'ai intitulé mon billet « Asparagus et diversité alimentaire ». Et je relis ça à la santé. Peut-on être allergique aux asperges ? Vous savez que les asperges, c'est en ce moment, ici en Alsace. C'est avril-mai, la meilleure saison. Je ne sais pas, Aïcha, si c'est un aliment de luxe ou si c'est un aliment pour tout le monde. Ça se discute. Hein, ça se discute. Mais voilà. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien, mais j'en mange pas. D'accord, c'est différent. Eh bien, je dois t'apprendre, et à vous aussi, chers auditeurs, ce mets de choix, donc les asperges, aliments et mets de choix, qui étaient si prisés à l'époque qu'on appelait moderne, des rois, avant la Révolution, des reines aussi, je pense, lorsque la tige de l'asperge passa du vert au blanc et de la texture fibre sauvage au moelleux d'agnelet couvé sous les buttes, est-ce que ça se serait démocratisé? C'est la question. En fait, une autre question aussi, est-ce que l'asperge est un végétal local ou exotique, d'ici ou d'ailleurs? Préoccupation majeure des locavores, entre autres. J'ai cliqué et Wikip, évidemment, m'a appris que les réputées asperges de Heurt, ce petit charmant village d'ex-Triboc qui se trouve à la lisière de l'Eurométropole de Strasbourg et de Brumat, eh bien, ces asperges sont arrivées à Heurt, dans ce village, par le bateau et grâce à la gourmandise d'un pasteur alsacien revenu des colonies. Il y avait goûté aux asperges en Algérie, très précisément au XIXe siècle à Philippeville. Et il les a ramenés à Heurt sur son bateau en 1879. Philippeville, ça parle à personne aujourd'hui. Faut dire que ce nom, avant, c'était Fort-de-France. C'était avant 1830, avant que Louis-Philippe reprenne le pouvoir en France. Et on lui a appelé cette ville Philippeville, et avant encore Fort-de-France et avant les colonies, c'était tout simplement, alors là, Abderrahman, je n'ai pas l'accent, hein, donc tu vas peut-être me corriger, c'était Skegda en arabe, algérien, Skegda localement, Tachida en berbère, Sukalkada en arabe, et même Rusikada du temps des Phéniciens. Alors là, on remonte aux antiquités qui n'étaient pas seulement grecques, hein, puisqu'elles étaient également phéniciennes. Eh ben, que de noms. Heureusement que les asperges sont maintenant d'Alsace, au moins on sait où on est, hein. Même si moi aussi, je viens d'un village soi-disant bien alsacien, mais qui s'appela, au temps des Phéniciens, Drusus Capo, fondé par le général Drusus, un copain de l'autre, César, puis Drusenvilla, parce qu'on y a lui sa villa, puis Drusenheim, parce que maintenant, et puis si on parlait comme mes parents ou ma grande-tante Cateler, eh ben ça serait Drusene, ça serait Drusenheim, ça serait j'en passe. Hein. Mais allez, revenons aux asperges. Asparagus, légume à la passionnante histoire longue de 2000 ans, puisque comme vous l'avez compris, les Phéniciens déjà l'appréciaient.
paraît-il. Et puis plouf, elle a disparu des écrans européens jusqu'au XVe siècle, où sa tige réapparaît, petite, verte et barbue, mais longue et amère à mâcher. Certains jardiniers du roi, du côté d'Argenteuil, en Île-de-France aujourd'hui, s'obstinèrent et une fois farcis, butés, génétiquement travaillés, même sans connaître alors encore les lois de Mendel, elle se fit une place de luxe à table, grosse, ronde et blanche, toute douce. Et notamment pour ses vertus médicinales aussi. Les moines et les moniales en ont vanté les vertus anti-allergiques, contre la tension artérielle, et même ces vertus existent sous sa forme verte et croquante et fibreuse. Grâce à ces vertus, elles ont reboossé la culture dans la France entière et son expansion dans l'espace, et aujourd'hui, il paraît que c'est même mondial. Ainsi, question numéro 3, ces asperges apportées par le pasteur à Heurt en 1879 sont-elles vraiment venues en Alsace ou revenues? Direct Philippeville-Heurt, sans escale, ou avec arrêt à Argenteuil, via la vallée de la Loire, ou même la Sologne, qui se targue aujourd'hui, comme disaient d'autres familles du côté tourangeau. Nous, on produit la catégorie 1, la meilleure, c'est meilleur que celle de l'Alsace, qui n'est qu'en catégorie 2. Mais rassurez-vous, ces histoires de catégorisation faites par le Chambre d'agriculture, c'est uniquement une question de sable. Évidemment, la Loire a plus de sable que le Rhin, mais c'est pas une question de saveur. C'est un fait. Mais il reste une chose vitale et une dernière question à éclaircir. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quels donc sont ou ont été en 1879 les motifs vraiment profonds de ce pasteur pour qu'il emmène des asperges à Heurt depuis Philippeville? Est-ce que c'était un simple acte commercial? Est-ce que par hasard c'était un petit vol de nuit discret dans un champ berbère? Est-ce que c'était un souvenir cadeau d'une famille qui l'avait accueilli? Ou est-ce que c'était tout simplement, je vais vous le livrer ce que j'ai vu, la découverte des vertus que les moines n'ont pas dit? Ce sont les vertus aphrodisiaques qu'il aurait peut-être connues sous le merveilleux ciel de l'Atlas berbère. C'est pas vrai. Alors, historienne, appel aux auditeurs, faites votre enquête à vos plumes. Voilà, au revoir, à bientôt. Affaire à suivre. Merci Tata Marianne. Un fruit droit dressé vers le ciel qui a des vertus aphrodisiaques, il manque d'imagination notre curé. Merci Tata Marianne. Du coup, c'était un petit point linguistique aussi, on a constaté à des moments. Nous allons parler de ces modèles de régime alimentaire. Nous allons parler, avec nos invités dans la suite de nos émissions avec Abdelkarim Ramdan pour nous parler du régime halal, et puis avec Simone Sommerfeld et Eric, nous allons parler des régimes végétariens et des régimes véganes. Mais avant de les accueillir en studio, nous allons faire une pause musicale. Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi je vais me faire plaisir en donnant le titre de cette chanson du quatuor folk canadien The Dead South. Je vais enfin pouvoir dire des gros mots à la radio, et c'est parti. That Bastard Sound. Son. Alors voilà, c'est dit. Maintenant, place à la musique. C'est le point linguistique. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous avons également une page Facebook. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Avec nous au studio, nous avons Simone Sommerfeld. Bonjour. Bonjour Simone. Et Abdelkarim Ramdan. Bonjour Abdelkarim. Bonjour. Et nous avons également Eric, notre invité, et également à la technique. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter
Bien sûr, à je nos vais auditrices et peut-être- auditeurs. Ouais, commencer. Donc, je m'appelle Simone. En fait, je suis engagée dans différentes associations animalistes, dont Animalsace et 269 Life France. Oui. Donc, c'est finalement des associations qui se battent ou qui luttent pour les droits des animaux, pour faire évoluer finalement la condition animale dans notre société, et donc qui militent aussi pour la fin de l'exploitation animale, notamment la consommation de produits d'origine animale, et qui prônent du coup l'alimentation végétalienne. Ça c'est un aspect, mais aussi le mode de vie vegan. C'est un petit peu plus large. On en parlera peut-être par la suite. D'accord. Et Abdelkarim. Et donc, moi aussi, c'est en tant que militant associatif que je suis ici, et, dans l'association dans laquelle je suis, qui travaille sur l'éthique et la consommation musulmane. Et donc, on parle beaucoup de halal et de l'éthique de la consommation en tant que musulman. Et l'objectif de cette association, c'est surtout d'informer, de conscientiser au niveau de la communauté musulmane, de revenir à des valeurs de consommation juste, équitable et... mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Nabou, D'accord. est-ce que je peux poser une petite question? Oui, vas-y, Aïcha. Qu'est-ce que l'éthique de la consommation musulmane? L'éthique, en fait, l'éthique dans toute chose, et l'éthique, c'est des règles de conduite que chacun et chacune on observe. Et donc, l'éthique de la consommation musulmane, c'est la règle, comment bien consommer, on va dire. Donc vous Ouais, intéressez mais halal, quoi. Halal, exactement. D'accord, fantastique. Avec un seul L. Avec un seul L. H-A-L. H-A-L. Halal. Eric, Ben, moi, c'est Eric, hein, vous me connaissez. bonjour. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis là pour, pas forcément pour une association, mais je fais partie de ceux qui sont végétariens là depuis, ça va faire 8 ans maintenant, et je voulais aussi, on me pose souvent la question, donc du coup, je voulais répondre aussi. En fonction de la lune ou pas? Ou toi c'est végétarien? Ah non, mais ça fait depuis 8 ans que je suis végétarien, D'accord. sans poisson. Je me rassure. Voilà. Pour quelle raison vous êtes-vous tourné vers ces modes d'alimentation? Est-ce par transmission, par tradition ou par choix personnel? Comment est-ce qu'il veut? Commencer. Moi, j'aimerais juste faire un tout petit rappel ce que c'est déjà l'alimentation végétalienne. Donc, en fait, on refuse finalement la consommation de produits d'origine animale. Donc, ça comporte la viande, le poisson, mais également les produits laitiers, les œufs et le lait. Ça, c'est un simple rappel par rapport à l'alimentation végétalienne. Le mode de vie, vous parlez souvent de mode, donc je réutilise consciemment le terme, même si c'est pas forcément une mode ou une tendance. Vegan, ça signifie en fait de refuser donc les produits d'origine animale dans la consommation, mais également dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'habillement, les produits d'entretien, les cosmétiques, etc., qui sont pas du coup testés sur les animaux ou qui ne contiennent rien d'origine animale. Donc ça, juste pour la différence. Amélioré, quoi, qui va jusqu'au bout. C'est un végétalien qui va vraiment au bout de ses convictions, de ses idées. Donc ça, pour simple rappel, pour placer un petit peu le cadre, et aussi pour vous expliquer que c'est plus qu'un régime alimentaire, c'est davantage un mode de vie, une façon de penser, une façon de faire dans son quotidien. Et donc pourquoi j'ai fait ça? Donc moi, comme Eric, j'étais végétarienne pendant longtemps, trop longtemps à mon goût, pendant 7 ans, et ensuite je suis passée végétalienne parce que pour moi, ou végane, parce que pour moi c'était tout simplement la suite logique pour aller, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bout de mes convictions, au bout de mon idée. Et c'est aussi une question d'éthique. Alors j'utilise aussi consciemment le terme éthique parce que c'est une question de bienveillance en fait par rapport à tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles, pour ne faire finalement aucune différence entre les différents êtres vivants qui peuvent souffrir, qui peuvent avoir des émotions, etc. Voilà, donc moi la transition vers le véganisme, c'était tout simplement la suite logique pour refuser toute exploitation animale jusque dans mon assiette. D'accord. Alors, moi aussi, je vais faire un peu une définition parce que en islam, il y a des islams et il y a des façons de consommer. Et le halal, il y en a plusieurs définitions. Celle que nous, on aborde dans l'association, on va dire, c'est l'aspect plus traditionnel que dans chez la majorité des musulmans sunnites, parce que vous avez les musulmans chiites et chez les sunnites, vous avez encore différentes écoles religieuses qui ont ensuite des règles qui ne sont pas les mêmes sur le régime alimentaire. Donc ça, c'est juste pour apporter un peu plus de nuances. Et mon point de vue, ce sera un point de vue en tant que musulman sunnite malékite, originaire du Maghreb. Donc, et avec cette alimentation-là, et surtout un Français de confession musulmane qui vit ce régime alimentaire-là. Ensuite, moi, c'est pourquoi je mange halal. C'est déjà à la base, c'est par tradition familiale. On m'a inculqué ça dans ma foi, dans mon éducation. Et puis après, ça a été par choix.
parce que voilà, une fois que mes parents m'ont éduqué, m'ont appris cela, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. J'ai des frères et sœurs qui sont qui mangent un peu tout ce qu'ils veulent, mais la plupart mangent halal aussi, respectent le régime alimentaire halal. Et après, dans mes amis, j'ai des personnes qui sont sur des régimes avec un point de vue plus large, plus strict, on va dire, sur la question du halal. Et donc voilà. Et c'est pour ça que nous, au niveau de la consommation, enfin de l'association qui travaillons sur cette question d'éthique et de la consommation musulmane, on essaie de s'interroger sur le texte et notamment par rapport à notre contexte, comment consommer mieux par rapport à l'éthique musulmane. D'accord. Mais le mode d'alimentation halal, c'est plus religieux que culturel. En fait, ça dépend. Il y a des pays où on va retrouver des labels halal dans tout. C'est-à-dire, ça va aller dans du dentifrice à la bouteille d'eau, en passant par les médicaments. Vous avez le cas de la Malaisie. Vous avez des pays comme ceux du Maghreb où la plupart des pays arabo-musulmans, ça va être circonscrit, on va dire, aux aliments d'origine animale ou transformés contenant des produits animaux. Genre des bouillons de cubes, de la soupe ou des plats préparés. De toute façon, dans ces pays-là, le religieux et la culture, en fait, c'est lié, en fait. C'est indissociable, mais en France peut-être non. Mais et encore, je trouve quand je m'y rends, souvent moi mon expérience elle est par rapport au Maghreb, mais aussi en Turquie. Et on a ici, les musulmans pratiquants sont plus vigilants, on va dire, là où dans les pays d'origine, il y a un peu moins de vigilance, où dans la majorité des cas, les gens consomment un peu ce qu'ils ont en face d'eux sans s'interroger forcément si c'est halal ou pas dans le contenu, si a priori il est halal. Oui, c'est ça. De toute façon, la différence entre la tradition et la religion, des fois, elle est difficile à faire. C'est ça, en fait. Parce que moi, je me rappelle, il y a 25 ans, quand j'allais à la cantine, tous les vendredis, on avait du poisson. Alors que ça vient d'une tradition religieuse catholique, mais qui a été, malgré la séparation, Église-État, etc., c'est resté dans les habitudes des gens de manger du poisson le vendredi, au-delà même du sens qui a été donné par la religion. D'ailleurs, dans un pays dit laïque, on ne devrait pas avoir cette tradition-là, mais ça se discute aussi. Après, la question des traditions, c'est plus compliqué que ça, parce que la tradition, c'est ce que les gens perpétuent. C'est ça. C'est ça. Voilà, ouais. Et c'est pas imposé par l'État, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment ce que les gens perpétuent. Voilà. Et du coup, il y avait une demande des parents, il y avait une habitude des cuisiniers de prévoir du poisson le vendredi. Et puis, ça m'arrangeait bien, moi. Il y avait l'intérêt ils devaient préparer des repas équilibrés, ils devaient mettre du poisson au moins une fois par semaine, et du coup, ils le mettaient le vendredi, c'était plus pratique, quoi. Une pierre deux coups. Voilà. Ah oui. Alors, Eric. Alors, pour moi, c'était plus un choix personnel, mais qui était motivé par des raisons, j'en parlerai peut-être un peu plus loin, ou j'en parle tout de suite, mais plus par des raisons écologiques et politiques. Alors, j'avais commencé déjà, je suis pas un gros mangeur de viande, je suis plus un mangeur de fromage ou de trucs comme ça à la base. Je suis désolé, je suis un peu malade aussi. Et j'ai commencé à me poser des questions sur la pauvreté, la faim dans le monde, surtout dans l'année fin des années 90, début des années 2000, quand il y a des grandes périodes de farine et de spéculation sur tout ce qui était céréales. Ça fait longtemps que tu te questionnes alors, depuis 90. Ah oui, non, mais ça fait déjà depuis longtemps que je me pose ces questions-là. Enfin, la faim dans le monde, c'était déjà quand j'étais gamin. Voilà. Mais à un moment, il y a eu des périodes de famine parce qu'il y a eu des gens qui ont spéculé. Il y avait largement assez bouffé pour tout le monde et il y a des gens qui crevaient de faim quand même derrière. Et du coup, je m'étais vraiment posé la question de d'où ça pouvait venir. Tous ces trucs-là. C'était par l'usage qu'on faisait aussi des céréales. Entre les biocarburants, les céréales qui sont exclusives, une bonne partie des céréales qui sont utilisées pour nourrir le bétail qui va fournir la viande. En continuant à me renseigner, je me suis rendu compte que pour un kilo de viande, pour un kilo de riz, on a souvent fait le calcul, pour un kilo de riz, on use 80 litres d'eau. Pour un kilo de viande, on use 15 000 litres d'eau. Et du coup, en se posant ces questions-là, je me suis dit, merde, ce serait peut-être une bonne chose de réduire notre consommation de viande.
Et du coup, j'en suis venu à devenir végétarien pour qu'il y ait au moins une personne comme ça qui mange un peu moins de viande, quoi. Alors, j'ai une toute petite question, excuse-moi. Quand on est végétarien ou vegan ou dans ce régime-là, est-ce que on n'est pas investi, si on l'est réellement, est-ce qu'on n'est pas investi d'une mission? Est-ce qu'on n'est pas investi d'une espèce d'évangile qu'on doit prêcher à tout le monde? Parce que si c'est pas quelque chose qui est fait à l'échelle globale, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si c'est une personne qui le fait et que, tu vois, ça n'aura pas vraiment d'impact, ça n'aura pas vraiment d'impact sur l'environnement. C'est quelque chose que tout le monde devrait prendre en conscience et dans un idéal que tout le monde devrait faire. Oui, moi, j'ai vraiment en tête que tout le monde. Est-ce qu'on ne devrait pas être en campagne perpétuelle quand on est un peu comme Nicolas Hulot, un peu comme quand on est dans ce. Oh, c'est plus une référence, Nicolas. Non, enfin, oui, parce que quand tu rentres dans la politique, forcément, je n'ai plus une référence, mais moi, j'ai quand même en tête que la plupart des gens, ils se rendent compte qu'il y a des gaspillages au niveau alimentaire. Ouais. Après, moi, je me dis, il suffit d'expliquer mes propres motivations. Et ceux qui sont déjà ceux qui sont sur l'envie de glisser, de changer de mode et d'essayer de faire quelque chose par ce biais-là. Autour de toi, est-ce que tu leur prêches l'évangile? Je leur prêche pas l'évangile, mais je leur explique. Après, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont végétariens, donc du coup, je prêche des convaincus. Mais après, moi, je suis pas dans le prêche, dans le fait d'essayer de convertir entre guillemets, mais d'expliquer mes propres raisons. Mhm. Et du coup, les gens qui ont une oreille attentive à ça, ils vont se dire, moi, je vais peut-être pas passer végétarien, mais je vais manger un peu moins de viande. Je vais peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont pas l'être, un peu comme l'écologie, etc. Parce que s'ils sont les seuls à le faire, ça sert à rien. C'est un raisonnement un peu simplé ce que je dis, mais mine de rien, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Enfin, si je suis le seul à le faire, qu'est-ce que ça aura comme impact? On est 1 million ou 1 milliard à le faire c'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est fait de gouttes d'eau. Et goutte après goutte, on peut y arriver. Justement, exact. En fait, je pense qu'en tant que végétarien ou vegan, inconsciemment, on en parle autour de soi. C'est un sujet qui revient régulièrement. Finalement, on mange 3 fois par jour. On mange avec des amis, avec son entourage, avec sa famille. Ouais. Donc, on est amené tôt ou tard à en parler, en fait. Moi, je dissocie vraiment 2 choses. C'est ma vie privée, ma vie associative. En fait, privée, j'essaye de pas trop militer, même si c'est difficile, de ne pas essayer de d'être trop trash. Pourquoi? Parce qu'en fait, rapidement, les gens peuvent se fermer, peuvent être un petit peu bloqués par rapport à ça, et vont de toute façon retourner ça contre toi en disant oui, mais de toute façon t'es extrémiste. C'est des mots qu'on utilise réellement, même si. Extrémiste. Je suis pas extrémiste, je dirais radicale dans mon mode de consommation, en fait. Mais c'est souvent les gens voient ça un peu comme presque de l'éco-terrorisme, quoi, d'aller à l'encontre de ce que fait la société, d'aller à l'encontre d'un système de consommation qui est en place. C'est pas égoïste, mais si quelque part c'est un peu égoïste dans ce cas-là. Ça veut dire que tu le fais juste pour toi et ça n'a pas vraiment d'impact. Pas du tout. Justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'en parle, mais j'essaie d'en parler de manière pas trop peut-être trash, tout simplement, dans ma vie privée. Après, dans le monde associatif, effectivement, ce qu'on cherche, c'est de sensibiliser un maximum de personnes, de faire des actions de rue, de faire des campagnes sur Internet, etc., pour sensibiliser les gens. Vous connaissez certainement L214, c'est des sujets qui sont largement montrés dans leurs vidéos et qui se répandent facilement via les réseaux sociaux. Donc voilà, là, c'est vraiment une idée qui entre guillemets se propage. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut partager ça. Oui. Voilà, complètement. S'il y a une personne qui le fait, je suis complètement d'accord. Si tout le monde passe vegan aujourd'hui, moi je suis ok, je suis la première à dire on y va. Ouais, mais moi je suis de ceux qui pensent aussi que c'est pas en convertissant les gens qu'on arrivera à les convaincre. Faut les conscientiser. La convertir, ça ne marche pas de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Parce que quand on convertit quelqu'un, la personne ne met pas forcément le sens qu'il y a dessus. Je préfère moi donner du sens pour que quand la personne a envie de franchir le pas, elle puisse le faire. Et qu'elle prend sa décision elle-même. Que ce soit un choix personnel. Que ça devienne vraiment un choix personnel. Enfin, moi, j'ai plus une vision d'éducateur et je me dis que l'exemple, l'explication, ça doit largement suffire. Les autres êtres humains, contrairement à ce qu'on pense, même le citoyen de base est très intelligent, il comprend aussi ce qu'on fait. Exact. Vous êtes dans une prévention soft au quotidien, prévention entre guillemets. Soft dans le privé et trash dans l'associatif. Moi, je tiens vraiment à ça parce que finalement c'est un choix personnel, oui, mais c'est pas toujours un choix personnel étant donné que on oublie parfois qu'il y a des victimes derrière. Donc à partir du moment où très grave, il y a une victime, c'est plus un choix personnel en fait. Il y a d'autres aides sensibles qui sont. Il y a des famines, il y a des choses qui se passent. Donc voilà. Et je parle aussi des animaux en fait qui eux n'ont rien demandé. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que ces modes d'alimentation ou de vie vous posent des difficultés au quotidien? Moi personnellement, oui, ça m'a posé des problèmes, mais il y a toujours des alternatives. On n'est pas obligé de manger de la viande ou
Donc il y a toujours des alternatives. Merci aux végétariens qui sont nombreux. Grâce à eux, les musulmans peuvent plus manger de plats sains. Ils ont plus de choix. Exactement. Là où avant, c'était le poisson ou le poisson. Et donc ça c'est vraiment un gros plus. Mais après, je dirais, on a des contraintes qu'on veut bien se mettre. Je veux dire, le fait de consommer halal, c'est consommer de la viande qui a été sacrifiée selon un rite, et ne pas consommer d'alcool. Et là aussi, je vous parle en tant que musulman sunnite malikite. Il y en a d'autres qui vont vous dire l'alcool, ça n'est pas grave. Ouais. Bien sûr, c'est vrai. Et que ça passerait très bien avec un bon steak. Mais voilà. Donc dans cette consommation là, oui, elle peut poser des problèmes. Et des fois, elle pose des problèmes à des personnes à l'extérieur de vos cercles. Ou par exemple, quand vous allez dans des restaurants où vous voyez une carte où il y a essentiellement de la viande et que vous essayez de trouver le petit truc où il y a le moins de viande et que vous essayez de l'enlever. Je sais que moi en entreprise, mais ça m'est arrivé très rarement, une fois vraiment, avec une responsable de formation qui ne comprenait pas pourquoi je demandais à manger quelque chose sans viande. Et que on était au 21e siècle et qu'il fallait s'ouvrir et que on était des Français. Je lui dis mais je suis pas plus moins français que vous. J'ai juste choisi une mode d'alimentation différente du vôtre de par mes convictions, c'est tout. Et elle comprenait pas alors bien même qu'elle avait demandé juste un plat de riz parce qu'elle avait une gastro. Donc je lui disais bon OK, t'as une gastro, t'as le droit de demander ce que tu veux. Moi je suis musulman, j'ai pas le droit de demander ce que je veux. Les effets secondaires dans son cerveau, c'est possible. Non, je comprenais pas, il y avait un blocage et c'était en plein dans les débats comme on entend beaucoup sur l'islam et les musulmans et comme c'est en vogue et donc elle comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à dépasser ça et je lui expliquais que pour moi, j'avais aucun problème avec ça et que c'était la continuité de mon identité française et qu'elle faisait partie à part entière de moi et que je m'en accommodais et puis que c'était comme ça. Et c'est vrai que hormis ça, vraiment même dans le champ militant et tout ça, ça m'a jamais vraiment posé problème. Comme dit, je suis dans un militant très écolo où il y a beaucoup de végétariens, donc j'ai toujours eu plein d'alternatives. L'alcool, on m'a jamais reproché, on a essayé tout le temps de me faire boire, mais j'ai toujours dit non, c'est pas mon style life, ça m'intéresse pas et je m'en accommodais vraiment parce que certains même quand ils me voyaient faire la fête avec eux, ils comprenaient pas comment j'étais aussi fou qu'eux alors que j'avais 0 gramme dans le sang. Mais bon, ça c'est mon tempérament, c'est pas tous les musulmans. Oui, non, c'est clair. Et du coup, oui, moi, tous les êtres humains. Une amie alors là, elle est folle tout le temps, elle ne boit jamais, mais pourtant elle est pas musulmane du tout, mais c'est juste que pas besoin de. C'est ça. Ah, non, alors si t'as envie de faire la fête, tu fais la fête avec ou sans alcool. Mais bon, voilà. Je veux dire vraiment, on a plus jeune, j'avais des blocages, on avait des endroits où on pouvait pas aller. Actuellement, en tant que jeune actif et tout ça, je sors avec plein d'amis, avec des amis qui sont voilés dans plein de restaurants dans Strasbourg. Il y a pas de problème parce qu'on a toujours des alternatives, soit du poisson, soit des plats végétariens. Et même quand il y a de l'alcool, on peut demander à ce que ce soit enlevé. Il est enlevé. Sans problème. C'est bien ça. T'as parlé je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, t'as parlé d'identité française. Est-ce que t'as pas eu un moment où tu n'as pas une remise en question sur cette identité-là par rapport à cette alimentation-là, en fait? Est-ce que ça te fait poser question quelquefois ou est-ce que ça t'a fait, dans le passé, poser question quand t'étais plus jeune? Ça m'a posé question, c'est surtout par rapport à l'image qu'on me renvoyait. Ouais. Parce que c'était pas mes parents qui me faisaient sentir que j'étais pas français parce que eux venaient avec leur culture marocaine. Quand tu dis l'image qu'on te renvoyait, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'on me disait que j'étais pas la norme, enfin que j'étais pas le français par rapport à ton alimentation. Par rapport à mon alimentation. Et donc pour moi ma norme elle était la mienne, elle était pas celle des autres peut-être, mais pour moi elle faisait partie de ma norme. Et je pouvais manger comme tout le monde, sauf que j'avais des choses que je pouvais pas manger. Exactement. Quand j'avais des bonbons avec de la gélatine de porc, je disais non, je pouvais pas manger la gélatine de porc. Certains le comprenaient, d'autres, pour eux, c'était complètement aberrant. Mais c'est vrai qu'en Alsace, on a la chance, on est sur une terre concordataire où on a l'habitude de ces questions-là religieuses. Donc, c'est vrai que les gens sont assez entendent ça. Mais dans certains endroits en France, c'est un peu plus particulier. Et c'est vrai qu'à Strasbourg, on est bien lotis. Ouais, Simone? Oui, je peux que te rejoindre. On a effectivement de plus en plus de choix à Strasbourg pour manger végétalien, végétarien, etc. Donc ça c'est très bien. C'est vrai qu'il y a quelques années c'était un petit peu plus compliqué. On devait vraiment expliquer aux restaurateurs quoi faire, quoi ne pas faire. Genre pour un végétarien,
quand j'étais végétarienne, je me souviens qu'on me proposait souvent du poisson. Donc voilà, je refusais. Je leur expliquais que c'était tout de même un animal parce que ça ne pousse pas sur les arbres, les poissons. Enfin, aux dernières nouvelles. Et voilà, maintenant, il faut de moins en moins expliquer. Il y a de plus en plus de choix et c'est de plus en plus. Enfin, c'est mieux accepté effectivement qu'avant. Difficulté peut-être au quotidien, hormis le fait de sortir et de trouver un resto effectivement qui propose des alternatives, même si généralement on en trouve. C'est un petit peu contraignant, on va dire, de lire. Enfin, on devient le ou la pro du décryptage des ingrédients dans les aliments. Donc, quand on va au supermarché, on est obligé de lire les ingrédients. C'est chiant quand même. C'est chiant et du coup je fais beaucoup moi-même. Effectivement, c'est beaucoup plus simple de ne pas consommer. Enfin, c'est mon avis personnel de ne pas consommer des choses industrielles préfabriquées, préfaites. Du coup, je fais moi-même. Voilà, c'est beaucoup mieux de ne pas utiliser effectivement des produits transformés. L'idéal, c'est même d'avoir un petit espace vert chez soi. Voilà, ça c'est l'idéal, ou d'aller, je sais pas, au marché. Marianne en parlait tout à l'heure. Manger local, hein. Je veux dire, c'est très simple. Il y a quand même une diversité dans les fruits et légumes qu'on peut trouver, qui ont été d'origine ici ou importés à un moment donné dans l'histoire. Voilà, on arrive quand même à se débrouiller et puis voilà. Donc non, c'est difficulté au quotidien, oui, mais on s'y accommode en fait. Ok. Si vous continuez tous les trois de faire ce genre de régime, ce choix de régime, c'est que ça vous apporte quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Écoute, moi au quotidien, je suis en symbiose avec ma croyance, avec ma spiritualité. Après, il y a des gens qui croient pas la même. Toi, ça t'apporte un bien-être spirituel. Oui, parce que pour moi, mon alimentation est liée à ma spiritualité. Je sais que manger trop de viande, c'est pas bon pour ma santé, mais que même au niveau des textes, et c'est là où nous on fait un travail intéressant au niveau de l'association, c'est que on travaille sur l'éthique en disant que la consommation de viande, elle doit être exceptionnelle si on se fie au texte de la culture musulmane, de la croyance musulmane plutôt. Parce que en fait, on devrait, c'est un être sacré quoi, à qui on enlève la vie à un moment donné, et donc il faudrait le faire vraiment à des cas particuliers et très rarement. Et c'est là où nous on essaie de faire ce travail-là. On se rejoint beaucoup avec les mouvements alternatifs qui proposent aux gens de consommer bio, local, de saison. Nous on est pareil, on dit aux gens consommer local, de saison, bio, c'est le mieux parce que vous respectez votre corps et vous respectez l'environnement, parce que la terre c'est une création de Dieu, et donc Dieu nous demandera des comptes de comment on a gaspillé ou utilisé cette terre-là, parce que dans la tradition musulmane, elle est que amana, c'est-à-dire qu'elle est juste un prêt qu'on doit donner aux autres générations. Un peu comme le corps. Un peu comme le corps, exactement. Donc je viens juste d'oublier ma question. Oui, tu te sens un homme meilleur en fait. Tu te sens un homme meilleur, tu te sens parce que tu as respecté ton corps, tu as respecté ce que tu as mangé, et surtout par ce biais-là, t'es en symbiose avec ta spiritualité. Après, c'est vrai qu'à Strasbourg, on a la chance, on a plein de restos de différentes manières, enfin de différents styles plutôt. On va du fast-food halal à du restaurant gastronomique halal. Là, on voit de plus en plus de choses qui se font dans le bio, et donc nous on encourage ça aussi, parce que consommer halal, c'est consommer équitable, juste et éthique. Et donc ça devrait être ça, c'est ça la vraie définition du halal. Ce serait un peu manger, être en fait un vegan, mais avec l'Aïd en plus en fait. Mais bon, là c'est encore une autre question. Il y a un vrai débat philosophique et théologique là-dessus. Mais tout à fait. Simone, qu'est-ce que tu répondrais à ça du coup? Hormis le fait que moi je trouve pas ça éthique de manger comme des animaux, bref, ça c'est mon avis, on va dire personnel, ou ceux des véganes. Moi je suis pareil, en accord avec moi-même, avec mes convictions, avec mes valeurs, et finalement aucun être sensible a dû souffrir ou mourir pour mon plaisir gustatif. Pareil, un bien-être à la fin de la journée, quoi. Complètement. Ok. Pour ma part, il y a un truc que ça, enfin, en plus d'être en accord avec moi-même, etc., il y a un truc que ça m'avait apporté. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans les centres de vacances de faire de la cuisine pour tout le monde. Et donc, du coup, en termes d'organisation, en termes de préparer les plats, quand on me demandait des plats halal, ça, pour ne pas dire le mot, ça m'emmerdait. Franchement, ça m'emmerdait. En termes de logistique, j'espère. Oui, en termes de logistique. Merci. Et, non, c'est, je comprends. Il faut préciser, hein. Après,
après le fait de passer végétarien et de vivre ça en tant que végétarien et de s'entendre dire merde, vous faites chier. je me suis dit merde, du coup j'ai beaucoup plus facilement compris pourquoi c'était une question très sensible et pourquoi la personne se sentait vraiment insultée en faisant ça, et donc du coup ça m'a permis vraiment de franchir une étape et de me forcer à trouver les moyens logistiques de faire de la bouffe pour 40 en prévoyant pour les végétariens, les végétaliens, les halal, etc., etc. Du coup, ça m'a vraiment apporté une ouverture d'esprit qui était impressionnante. Compréhensible et plus tolérant. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, comment ça se passe lors de rencontres collectives par rapport au choix de repas? Tu poses toujours des questions. Dans le respect de vos convictions, aussi. Ouais, non mais c'est ça, tu passes ton temps à poser des questions. Moi, je sais que dans le cadre de ma vie professionnelle et dans le cadre de mes activités, tous les jours, quand t'es invité dans des cocktails ou des choses comme ça, t'es là à scruter, à regarder, à poser des questions. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi dans ça? Il y a quoi dans ci? Et ainsi de suite. Et comme dit, soit quand le traiteur il est halal, ça va, on est content. Et mais quand il est pas halal, on espère on a pensé aux végétariens, tout simplement. Dans tous les cas, tu es obligé de prévenir en fait. Si tu es invité à quelque part, tu préviens en fait que tu as une alimentation particulière, tu espères que la personne te fera quelque chose de particulier, sinon tu apportes à manger. Et moi je me dis toujours au resto, si vraiment il y a rien de vegan, je prendrai une salade verte et des frites, je m'en porterai pas plus mal et je me ferai plaisir à un autre moment. Voilà, parce qu'en fait, je connais aussi des gens qui deviennent pas vegan en disant ouais mais je peux plus sortir après, je pourrais plus manger au resto avec mes potes, c'est trop compliqué, trop contraignant. Oui, OK, sur le moment ça va m'embêter de payer une salade 15 €, mais au moins derrière j'ai respecté on va dire des êtres sentients. Après, c'est pour ça qu'il faut être convaincu à 100%. Complètement. Les végétariens et les végétaliens, c'est une différence qui est ils sont pas encore convaincus, ils sont pas encore dedans. Un végétarien, il pourrait en manger de temps en temps, et si c'est trop compliqué, c'est pas grave aujourd'hui. Végétarien en fait, c'est le fromage que je pense qui pose problème malheureusement. Moi, c'était en tout cas mon cas pendant longtemps, j'ai pas pu me passer de fromage et je le regrette maintenant parce que c'est vraiment pas compliqué. Mais jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement manger de la viande ou manger du fromage, ça impacte dans tous les cas que des animaux souffrent et meurent, ça prend un peu de temps, et à partir du moment où on l'a compris, c'est simple vraiment de s'en passer. Les œufs pareil, on aime beaucoup, il y a des œufs dans toutes les recettes, donc c'est un petit peu compliqué au début, mais on trouve très vite des alternatives en tous les cas. En tout cas pour les œufs maintenant, je sais il y a une classification pour les œufs. La plupart du temps les œufs bio ou des choses comme ça, on veille au bien-être de l'animal avant. Je dis bien en général, il y a des... En fait, il faut savoir que pour une poule pondeuse femelle, il y a un mâle qui est broyé, qui est tué. Donc en fait, dans les œufs, il y a aussi des animaux morts. Tout ça, faut regarder derrière ce qui se passe en fait. Ouais. Sinon, comment cette déclaration est accueillie aux yeux des autres? Est-ce qu'il y a des différences selon les publics? Et dans le temps, est-ce que vous êtes plus facilement entendu? Alors moi, ça dépend des publics. Je sais que dans certains milieux, notamment associatifs, qui étaient pas rodés à la question, ou dans certains cercles, on va dire plus politiques, quand tu dis ouvertement que tu manges pas telle et telle chose parce que tu manges exclusivement halal, ça surprend certains, parce que souvent les personnes qui, dans certains milieux, on va dire un peu plus des CSP+, c'est-à-dire dans les cadres pro et dans certains milieux plus privilégiés, souvent on nous dit oui, je suis végétarien, et c'était l'alternative pour les personnes de confession musulmane qui essaient de passer au travers du filet sans s'afficher trop musulman. Et mais moi, ça m'a jamais vraiment posé problème en vrai. J'ai toujours dit que je mangeais exclusivement halal, et que s'il y avait pas, que je mangeais les légumes qu'il y avait, ou autre chose, ou une salade, et je me suis toujours arrangé comme ça. Donc ça, et j'ai jamais eu, alors là aussi, dans le cadre professionnel, on avait un responsable qui avait pris l'initiative, il avait organisé un gros barbecue, et il avait prévu de la viande halal pour tout le monde, parce qu'il estimait que pour ceux qui ne mangeaient pas de non halal, ça ne posait pas de problème. Et on avait une collègue qui avait trouvé ça dérangeant qu'on lui impose à manger halal. Et il lui a dit oui, je comprends. Écoute, peut-être que j'aurais dû prévoir du porc ou des choses comme ça, mais voilà, t'as du poulet, t'as de la viande de bœuf, t'as de toute façon, il en faut toujours une. Mais et puis ça, j'ai pas eu à le gérer. Mais vraiment, j'ai rarement eu le cas. Mais je sais que dans mes amis, dans les personnes que je connais,
ouais, des fois c'est plus tendu. C'est tout de suite, ouais, tu veux nous imposer quelque chose. C'est tout de suite vu comme une revendication à convertir, comme on disait tout à l'heure. Hein, on veut convertir personne. Ouais. On a juste une pratique dans notre vie de tous les jours qui nous tient à cœur, qui est en lien avec notre spiritualité. Et puis voilà, c'est tout. Et comme le végétarien, le végétalien, on a ces convictions-là. D'autres qui n'ont pas de convictions particulières, ça ne leur parle pas. Ok, dans tact, mais notre liberté à toutes et à tous, elle nous permet de consommer ce qu'on veut. Exactement. Simone, bien accueillie, mal accueillie? Oui, de manière générale, plutôt bien accueilli. Il y a quelque chose qu'on peut appeler aussi, ça peut arriver effectivement, ce qu'on peut appeler la végéphobie. C'est très bizarre, c'est très neuf, je pense comme terme. Mais ça m'est arrivé. Il y a un mec qui m'a dit qu'il voulait pas sortir avec moi parce que j'étais végane. Bon, il y avait peut-être d'autres raisons, parce que ça se passait très bien à part ça, mais c'était sa condition que je mange de la viande pour qu'on puisse rester ensemble. Enfin, bon, bref. Mais après, je comprends aussi. Moi, dans l'autre sens, j'aurais fait pareil. Enfin, moi, je ne me vois pas avec quelqu'un qui mange de la viande parce que c'est vraiment mes convictions. Mais voilà, sinon de manière générale, c'est plutôt les gens sont plutôt tolérants, c'est plutôt bien accueilli et surtout avec tout ce qu'il y a autour aujourd'hui, on en parle beaucoup, donc les gens savent maintenant pourquoi les véganes sont véganes et on en parle pas mal, donc c'est de plus en plus les discussions sont de plus en plus ouvertes, on va dire. OK. Moi, il y a une époque où je faisais de la boxe et c'était dans le milieu des boxeurs, on m'avait sorti que je mangeais comme une grossesse. Et j'ai quand même dû faire remarquer à mon camarade que parmi les végétariens célèbres, il y avait des mecs comme Stallone ou Mike Tyson. Et du coup, ça l'a un peu calmé, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment, il a fallu sortir des exemples de personnes connues qui s'alimentent végétariens pour des raisons philosophiques, même des fois juste pour leur bien-être personnel. Et du coup, ça permet un peu de stabiliser un peu la discussion, de stabiliser les choses aussi. D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a un sens politique à ce choix? Non, il y a un sens de conviction religieuse, oui. Il n'y a pas de sens politique, non, pas du tout. Il n'y a pas de sens politique. C'est juste une envie de pouvoir, dans ce que prévoit notre pays, notre constitution, la liberté de culte, de croire, de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Ouais. Et j'ai ce choix-là. Et puis non, il y a vraiment pas de conviction politique. C'est ma conviction religieuse, ma liberté et celle de millions de personnes. Ouais. Et puis je pense que voilà, on a de plus en plus de produits halal, mais pour nous, au niveau de l'association, on est très critique parce que pour nous, elle respecte pas l'éthique de la consommation musulmane. Parce que l'éthique de la consommation musulmane voudrait que l'animal soit traité de la meilleure des façons avant qu'il soit sacrifié, qu'il soit nourri de la meilleure des façons. Donc pour nous, le mieux, c'est des aliments carnés, excusez-moi, pour les amis végétariens et végétaliens. Mais c'est vrai que notre spiritualité doit nous pousser à manger moins de viande, beaucoup moins de viande. Beaucoup moins de viande. Et surtout de la viande de bonne qualité. Si on en consomme, c'est de manière très sporadique, mais de qualité. Ça, c'est notre conviction propre qu'on développe au niveau de l'association. Et c'est ça l'éthique de la consommation musulmane telle on la voit. Et c'est elle qu'on essaie de militer, enfin, de propager un peu partout dans notre ville à Strasbourg. Parce que on estime que c'est ça qui va nous permettre de vivre mieux, nous, en tant qu'êtres humains, que notre terre vive mieux et qu'on respecte tout et chacun dans ses convictions. D'accord. Parce que si on continue à suivre ce modèle de consommation consumériste, de consommation de masse, tel qu'on nous le propose, on va droit dans le mur et on sait que c'est la fin pour tout le monde. Que ce soit pour le végétarien, celui qui mange halal, kasher, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du kasher, mais le kasher, il est encore un peu plus restrictif. J'ai des amis de confession juive avec qui on s'amuse à échanger sur nos manières de consommer. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu plus restrictif, mais voilà, c'est des convictions, elles méritent d'être respectées comme tout le monde. Et puis, et non, concernant le halal, elles sont pas du tout politiques. D'accord. Simone? D'une façon, je pense que c'est politique quand même en fait, parce que consommer, ça veut dire voter. Enfin pour moi, en achetant certains produits ou en ne pas achetant d'autres produits, on fait un choix politique, à mon avis. Après, je peux que parler pour moi personnellement. Enfin, je suis végane et je suis antispéciste, c'est-à-dire que moi, je ne fais aucune différence entre les différents sexes, les différentes ethnies, les différentes espèces. Du coup, il y a aussi une question on est contre l'homophobie, etc. Donc moi, c'est un choix politique effectivement d'accepter finalement tout le monde de la même manière et en refusant des produits issus
des produits d'origine animale, pour moi, si c'est en fait un choix politique. Et tu l'as dit, on peut pas continuer de consommer tel qu'on le fait. Donc c'est aussi un choix politique un peu pour sauver la planète. C'est effectivement le cas. Si on mange tous beaucoup moins de viande ou si on arrête d'en manger, et ben finalement, on parlait de la faim dans le monde tout à l'heure. C'est un sujet qui serait largement amélioré, voire supprimé. Ouais. Et même sur le plan écologique, moi, depuis que je suis végétarien, je m'achète plus de légumes, moins de trucs, de produits préparés, moins de produits avec des suremballages ou des choses comme ça. Et donc du coup, même sur ce plan-là, on n'encourage pas l'économie du plastique, on n'encourage pas ces choses-là. Il y a effectivement un fond, un vrai fond politique, parce que il y a aussi cette pensée qui se tourne à si on produit des céréales, qui c'est quand même la base de l'alimentation humaine de toute façon. Si on produit des céréales, ça devrait peut-être plus pour nourrir les gens que pour nourrir les produits qui vont nourrir les gens. Et je vais même encore aller plus loin. Quand on parle des animaux familiers, des animaux de compagnie, les chats et les chiens, ils mangent pas de l'herbe, hein. Ils mangent de la viande aussi. Donc du coup, on nourrit des animaux avec des céréales qu'on pourrait utiliser pour nourrir des humains, qui vont nourrir des animaux de compagnie qui sont juste là pour être avec nous en même temps, quoi. Voilà. Ouais, c'est un sujet super intéressant et j'espère qu'on pourra en reparler une prochaine fois. D'ailleurs, moi, je pense que ça devrait être une mission politique. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci, messieurs, dames. Nous vous donnons rendez-vous même jour, même heure sur RBS 91.9 avec de Strasbourg et d'ailleurs. Tout de suite, nos amis d'Afrique Hebdo.